Merci donc d'assister à ce webinaire qui, en l'occurrence, clôture pour le comité 21 2 années de travaux avec nos adhérents sur le thème de la sobriété. Nous avions effectivement choisi de traiter ce thème en lui donnant une sorte de largeur de vue et, je dirais, de secteur, puisque l'ensemble de nos adhérents qui le souhaitaient, aussi bien de tous les collèges, donc aussi bien les collèges territoires que les collèges entreprises, que les collèges universitaires, que le collège citoyen et bien entendu que le collège des associations, ont participé à des travaux pour essayer de définir ce qu'est la sobriété, pour essayer de se déterminer si c'est une valeur commune, un bien commun en fait, qui peut inspirer la transformation. Et c'est d'ailleurs pour ça que je relis le travail qu'on va vous présenter sur la sobriété, qui va être donc disponible, Sarah, aujourd'hui, en fait, aujourd'hui même, et donc que vous pourrez consulter. Je le relis à notre rapport sur la grande transformation. Il a aussi des liens avec la note que nous avons publiée il y a une semaine sur la résilience des territoires. Et d'autre part, c'est une des briques pour le rapport que nous allons publier en 2023, dont les travaux commencent, sur le nouveau modèle. Tout ça a un ensemble et il s'agit tout simplement, on le sait, de transformer nos modèles pour faire face aux enjeux sanitaires qui nous menacent, ou en tout cas que nous sommes obligés de traiter. Alors, en l'occurrence, comment avons-nous fait? Eh bien, d'abord, nous avons tiré les conséquences des propos tenus dans les ateliers, des expériences présentées par nos adhérents, de la manière dont ils considéraient, suivant leur secteur, de manière parfois différente, quoique il y a vraiment ce que j'ai appelé le fil vert de la transformation, il y a vraiment des similitudes. Et en l'occurrence, bien entendu, nous l'avons traité au niveau énergétique, nous l'avons traité aussi, et nous avons commencé par là comme valeur, en l'occurrence, comme socle philosophique pour exprimer ce qu'on appelle toujours un changement de paradigme. Nous avons beaucoup interrogé aussi dans ce rapport les technologies, parce que les technologies sobres, ce sont les technologies qui ont de plus en plus une faveur de la part des acteurs économiques. Alors, technologies sobres, ça veut dire deux choses. Ça veut dire les technologies sobres en elles-mêmes, c'est-à-dire que celles qui utilisent finalement le moins de ressources possible. Et on sait que le problème est complexe parce qu'il y a des effets de substitution importants. Il y a des technologies, par exemple, qui utilisent beaucoup moins de gaz à effet de serre, mais qui, en revanche, utilisent des métaux qui deviennent de plus en plus rares. On connaît la problématique là-dessus. Et puis, il y a des technologies qui sont faites pour mettre en œuvre la sobriété, c'est-à-dire, ça je pense que Gilles Vermont-Desroches nous en parlera, c'est-à-dire des technologies qui permettent, dans nos modes de vie, dans notre utilisation des énergies, d'utiliser l'énergie à bon escient, c'est-à-dire d'une part au moment où elle est moins chère, d'autre part le moins possible, etc. Donc en fait, l'aspect technologie est tout à fait important et nous interrogeons donc là-dessus les technologies en nous demandant, avec un point d'interrogation, si la technologie est la voie royale de la sobriété. On se pose aussi le problème dans ce rapport, vous le verrez, de savoir si, par exemple, au contraire de la décroissance, ou avec la décroissance, j'en parlerai, nous adoptons des comportements de transition, des comportements doux finalement, comme la mobilité, qui parfois est douce, ou bien des comportements de rupture. Et nous souhaitons dans ce rapport casser un peu les oppositions qui sont entre décroissance et rupture. Nous prenons par exemple position dans le rapport que nous ne sommes pas anti-décroissance, mais nous sommes anti-décroissance globale, c'est-à-dire que nous considérons que la décroissance est un concept qui d'abord ne peut être opposé universellement au monde entier,
parce que c'est un concept qui ne répond pas aux exigences des pays pauvres. Et nous avons, en tout cas moi j'en suis persuadée, besoin de concepts universels dans ce monde qui est quand même assez morcelé aujourd'hui, et même dangereux, menaçant. Et d'autre part, nous considérons en revanche qu'il y a des secteurs qui doivent être décroissants, ou bien des comportements, certains comportements qui doivent être décroissants, mais nous considérons que le mot sobriété s'applique infiniment mieux, en l'occurrence, parce qu'il est beaucoup plus universel aux efforts très importants que nous devons faire. Enfin, dans les 3 dernières parties, on étudie ce qu'est la sobriété au sein des territoires, ce qu'est la sobriété au sein des entreprises et ce que représente la sobriété pour les citoyens. En l'occurrence, pour les entreprises, nous constatons une percée de l'expression et du concept de plus en plus importante. On a essayé de regarder dans les documents d'entreprise. Alors, c'est un mot qui émerge simplement dans les rapports de développement durable ou dans les rapports annuels. En revanche, parfois, elle existe et on cite d'ailleurs dans notre rapport les entreprises, j'espère qu'on n'en a pas oublié, qui se réclament de la sobriété. En fait, elles se réclament toutes de la sobriété et parfois sans le dire. Et c'est ce que nous avons appelé la sobriété silencieuse. On a aussi considéré si l'économie circulaire, l'économie de substitution, l'économie qu'on appelle verte, etc., mais enfin, avant tout l'économie circulaire, était une économie de sobriété. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été creusé dans un des ateliers que nous avons fait au comité 21. La réponse est plus mitigée qu'on croit. L'économie circulaire est évidemment une économie aujourd'hui incontournable. Elle est productrice de beaucoup d'économies, elle est vertueuse, elle n'est pas tout à fait sobre. Et c'est ça qui est intéressant dans cette étude, c'est de voir que les choses, comme d'habitude, sont assez nuancées. Ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est qu'il y a des entreprises pionnières en matière de sobriété et on s'est rendu compte, par exemple, que derrière la définition des missions des sociétés à mission, il y avait cette idée de sobriété, même si elle n'était pas exprimée. Pour les territoires, c'est exactement la même chose. En l'occurrence, même si nous avons constaté que le concept de sobriété était encore timide dans les territoires, malgré des démarches pionnières tout à fait intéressantes. J'ai par exemple à l'esprit une agglomération qui édite des fiches de sobriété pour la confection de son budget. Ces démarches sont pionnières. En revanche, il y a une vraie révolution, c'est la sobriété foncière et les conventions de sobriété foncière qui ont été donc aujourd'hui décidées dans la loi climat résilience. Et par conséquent, nous avons cette idée de sobriété qui est exprimée dans des textes juridiques et institutionnels. Et nous nous rendons compte, puisque dans nos travaux sur les nouveaux modèles, nous avons un accord avec l'INET ADT et l'ensemble des personnes qui animent les collectivités locales nous disent qu'elles sont très intéressées par ce thème et le concept monte de manière importante. Est-ce que d'ailleurs le concept de ville sobre va remplacer le concept de smart city ou va remplacer les villes du futur? On ne sait pas en fait encore, mais c'est un concept également qui monte, même si évidemment nous avons un besoin de formation des élus, que d'ailleurs ils reconnaissent et qui demandent tout à fait importante là-dessus. En fait, nous terminons par, en l'occurrence, la partie sur les citoyens. Je ne vous cacherai pas que Dominique Bourg vient d'arriver, je l'accueille avec plaisir. Et donc, en l'occurrence, nous avons la dernière partie sur les citoyens. Et en fait, sur la citoyenneté, nos travaux nous ont permis de nous poser 3 interrogations. Est-ce que la sobriété est pour les citoyens une obligation pesante? Elle l'est pour les plus démunis. Est-ce que c'est une valeur recherchée par les citoyens?
Est-ce que c'est une contrainte qui peut être choisie? Et c'est tout le débat. Je terminerai enfin par le premier chapitre que nous avons fait, et parce que je pense que par rapport à d'autres travaux que publient nos collègues d'associations ou des bureaux d'études, que nous, finalement, le message que nous avons voulu donner, c'est de dire que pourquoi ce mot de sobriété, qui n'était pas dans les textes de Rio de 92, il y a 30 ans, mais qui fait son chemin. Pourquoi c'est ce qu'on appelle dans le rapport une valeur socle? C'est tout simplement parce qu'il parle à la sagesse humaine, il parle à la recherche qu'ont toujours eu les hommes de modes de vie qui correspondent au sens de leur vie. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Nous avons dans cette société une énorme distorsion entre le sens et le faire, comme on dit. C'est-à-dire que ce qui se passe, les excès de toute cette civilisation, aujourd'hui on les a pointés, et on a beaucoup de mal, en l'occurrence, à les corriger. Et on a surtout beaucoup de mal à donner une valeur universelle, à donner un sens universel à ce qui doit être la nouvelle direction des vies individuelles et des mondes collectifs. Et c'est vrai que nous adorons, nous, au Comité 21, ce mot sobriété, tout simplement parce qu'il correspond à deux pans qui parfois s'opposent et qui s'opposent de manière extrêmement violente dans les sphères économiques, la sphère technique et la sphère, suivant les croyances qu'on a, je dirais, philosophique, intellectuelle ou spirituelle, cela dépend. Et donc, c'est cette opposition, mais je suis sûre qu'en fait, ils vont être d'accord parce que je les connais bien tous les deux, qui a fait que nous avons invité deux personnalités pour commenter notre rapport, et je les remercie. Gilles Vermeaux-Desroches, d'abord, qui donc a été très longtemps directeur du développement durable de Schneider Electric et qui est aujourd'hui directeur de la citoyenneté, qui s'occupe également de la Fondation Schneider Electric. Vous avez d'ailleurs soutenu, et je l'en remercie pour cette note, et Dominique Bourg, qui est le philosophe qu'on connaît, qui est auteur d'un nombre de livres que je jalouse beaucoup. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter avec lui, parce que si à chaque fois qu'on discute avec Dominique, eh bien justement ce mot de sens que je prononçais tout à l'heure, on le trouve. Et donc merci à vous deux. Alors je vais peut-être donner, pour que en l'occurrence Dominique ait le temps de se remettre de son voyage, je vais donner la parole d'abord à Gilles, pour que, s'il a eu le temps de le lire, il nous commente un petit peu le rapport. Et je vais peut-être commencer par lui demander une définition de la sobriété. Pour lui, qu'est-ce que la sobriété? Qu'est-ce que la sobriété a été dans son métier, puisque en fait, c'est en l'occurrence, c'est un des objectifs que s'est donné son entreprise. Et est-ce qu'il est d'accord avec la tonalité globale de ce rapport, qui est que c'est une valeur socle pour la transformation? Gilles? Merci beaucoup Bettina. Bonjour Dominique et bonjour à chacun d'entre vous. C'est un mot assez étonnant, sobriété, parce que et en ce sens-là, je suis proche du rapport et je vous félicite pour ce rapport, parce qu'au fond, on ne peut pas parler de ce concept-là, de ce mot-là, simplement en fonction, sans en parler aussi en personne. C'est un mot qui déjà résonne dans chacun d'entre nous, en tous les cas pour moi, autant dans mon métier que dans ce que je suis. Je ne peux pas aborder la question que vient de préciser et d'ouvrir en vision Bettina sans me dire à la fois que je suis dans une entreprise qui a fait de la technologie, de l'innovation et de l'efficacité énergétique le socle de sa stratégie et de son progrès. Et puis que je suis aussi quelque part l'ancien président des Scouts et Guides de France, et j'en vois pas mal qui sont connectés ici, d'Hubert que je salue, à Fabien et plein d'autres, qui utilisent avec le concept d'habiter autrement la planète une autre manière de penser sobriété. Avant de dire qu'est-ce que c'est cette définition, je sais que dans une entreprise comme Schneider Electric, ce mot-là ne s'impose pas facilement. Une entreprise qui, depuis un moment, entreprise d'ingénieurs,
construit son évolution autour des technologies qui vont permettre plus d'efficacité, avec la notion que, en rendant intelligent la production et la consommation énergétique, on peut assez facilement réduire de 30% celle-ci, et l'ayant réduit de 30%, on peut réduire l'intensité des émissions carbone sans rien changer à notre vie. C'est ça, au fond, l'histoire de l'efficacité énergétique, qui n'est pas un concept qui a toujours marché. Je pense que Bettina a peut-être, ou aurait pu faire il y a 20 ans, une conférence sur l'efficacité énergétique qui aurait pu être problématique comme la sobriété l'est, qui aurait pu être un pavé dans la mare comme la sobriété l'est aujourd'hui. Je peux prendre un exemple, puisque je parle de Schneider Electric. La première fois qu'on a voulu, dans la logique du développement durable de Schneider Electric, utiliser le mot efficacité énergétique, en 2002, ça a été refusé par les communicants de Schneider Electric. Le mot n'était quasiment pas utilisé. Et on nous disait, mais le monde ne veut pas entendre ce mot d'efficacité. C'est assez intéressant de repérer que 20 ans après, l'efficacité énergétique est sur toutes les bouches, dans toutes les politiques, et chacun en parle comme si c'était ce que l'on fait aujourd'hui, alors que ça reste ce que l'on devrait faire bien plus qu'aujourd'hui. Et arrive ce mot de sobriété. Alors, dans l'entreprise, au fond, il est complexe. Chez Schneider Electric, pour tout vous dire, on lui préfère aujourd'hui, mais peut-être qu'on aura plus de maturité demain pour parler du mot sobriété, le mot de frugalité. Probablement dans la logique internationale de Schneider Electric, où on utilise des mots qui, dans toutes les langues, etc., et le mot frugalité en anglais semble avoir à peu près le même sens dans toutes les langues, alors que la sobriété à la française et sa traduction anglaise ont des concepts un peu différents. Donc, en tous les cas, on utilise un... Je ne t'entends pas, Bettina, et ça me manque. On m'entend là? Non, j'allais dire, tu crois qu'on va avoir le même débat entre durable et sustainable avec sobriété et frugalité? Ça montrera. Non, mais quand même, si, à partir du moment où tu évolues dans une logique où tu dois embarquer tes collègues présents dans 120 pays avec des cultures différentes, il se trouve que on avait essayé les deux avec le mot de frugalité. On a su trouver un ensemble d'outils qui nous font progresser et qui, à mon avis, une fois qu'on a quitté les grands enjeux, sont... La première fois que je me suis confronté à ce mot-là chez Schneider Electric, c'était en 2014, dans une découverte pour les acteurs comme nous qui étaient là. C'était à Versailles, où la France avait accueilli une démarche internationale qui s'appelle Solar Decathlon. Et Solar Decathlon, c'est une démarche dans laquelle se retrouvent des écoles d'architectes du monde entier pour inventer la maison de demain. Et ce qui était assez intéressant, c'est que c'est probablement la première fois, peut-être qu'il y a eu d'autres fois, mais celle-là a été significative pour que je le repère ici. On arrivait à mettre ensemble Jérémy Rifkin et Pierre Rabhi. C'est-à-dire celui qui considère que les technologies vont tout sauver et celui qui est capable de dire que la modernité est une immense imposture, et je lui rends hommage ici, même si je n'ai pas partagé l'intégralité de sa vision. Mais on voyait que quand dans nos générations à nous, il y avait ceux qui, voulant progresser, se sentaient de l'école Rabhi, et que ceux qui, voulant progresser, se sentaient de l'école Rifkin, on avait la jeune génération qui nous bousculait avec des maisons qui étaient des deux écoles en même temps et qui prenaient le meilleur des deux. Et il me semble qu'aujourd'hui, cette dimension de sobriété a un immense intérêt pour moi personnellement et pour moi dans ma responsabilité. Bettina a dit que j'étais aujourd'hui en charge de la citoyenneté chez Schneider Electric. Pourquoi on a pris ce concept? Parce qu'il nous est apparu qu'on ne sauverait pas le monde sans sauver les hommes, et que tout était aussi question d'engagement personnel et collectif, et pas seulement, comme on le fait aujourd'hui quand on parle du développement durable, ne parler que de la question climatique et des grands enjeux techniques. Il faut évidemment les mettre au centre, et la question du climat est la question du siècle, mais globalement, si on ne prend pas le pilier humain, on n'aura rien sauvé, et on aura soit les gilets jaunes, soit un manque de comportement individuel qui progresse. Pour moi, la sobriété aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour donner la parole pour moi, la sobriété aujourd'hui,
Et on voit des modèles, des business models qui évoluent. Je pourrais dire 2 mots sur Schneider, mais la sobriété aujourd'hui, ça a l'immense avantage de ramener l'homme au milieu de la question et la décision de l'homme, de chacun des citoyens, mais aussi collectivement des entreprises, pour dire que on réconcilie 2 personnes plus proches de moi. Il y a une exposition, tous ceux qui sont en Rhône-Alpes pour aller la voir, elle est chez Schneider Electric en ce moment à Grenoble, qui réconcilie Bertrand Piccard et Corentin de Châtel-Perron. Bertrand Piccard, c'est les plus de 1000 solutions labellisées pour sauver le monde, c'est-à-dire les solutions qui existent aujourd'hui, fruit de l'innovation de nos entreprises. Corentin de Châtel-Perron, c'est un jeune Français avec son Low-Tech Lab qui étudie tous les mélanges de low-tech et de high-tech pour vivre autrement. En faisant une exposition des deux, j'ai envie de dire qu'on construit la sobriété autour de... Il y a des solutions aujourd'hui, il y a des comportements qui ne sont plus acceptables pour demain, et on remet l'homme au milieu dans ses choix personnels pour être plus autour de la vie qu'il est que de la vie qu'il a. Merci Gilles, c'est une longue définition, mais très intéressante. Voilà. Donc, Dominique, merci d'être avec nous, d'une part. Alors moi aussi, je vais te poser la question de la définition. Ne me réponds pas frugalité, parce que c'est pas une définition, c'est un synonyme, c'est autre chose. Voilà, ou presque. Mais donc, pour toi, qu'est-ce que la sobriété? Alors, c'est assez clair, je vais vous le dire, mais juste avant, je voudrais quand même féliciter le comité latin et Bettina pour ces 10 propositions sur la sobriété. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Moi, je ne m'y attendais pas. Hein, il y a quand même une sorte d'inflexion quand même, et qui est vraiment dans l'air du temps, parce que ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce qui détruit l'habitabilité de la Terre, c'est ça le problème, et c'est pas que le climat, c'est la biodiversité, etc. C'est la hauteur, le volume des objets qu'on produit et des infrastructures qu'on aménage. Et indirectement, je suis en train de citer le rapport de l'Agence européenne pour l'environnement qui était paru à la mi-janvier l'an dernier, en 2021. Alors, moi, la définition, elle est très claire et elle a 2 volets. Alors évidemment, la sobriété, Bettina l'a rappelé, c'est quelque chose qui est très enraciné dans l'histoire humaine, et je vais y revenir. Mais tout d'abord, la sobriété, c'est un exercice d'autolimitation. Autolimitation sur un plan individuel, mais bien évidemment aussi sur un plan collectif. Et quand on a l'idée d'autolimitation, on n'a pas très loin derrière l'idée d'autocontrainte démocratique. Donc ça, c'est très important, c'est quelque chose qui doit se déployer dans un cadre démocratique. Ensuite, l'autolimitation en vue de quoi? Nous sommes quand même au XXIe siècle, on est confronté à des problèmes qu'on sait mesurer, pas tous, le bilan c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas même dans certains cas on sait les modéliser, et là il faut être précis, c'est l'autolimitation pour parvenir à une empreinte écologique, alors ça va être très ambitieux ma chère Bettina, à une empreinte écologique de 0,8 planète. On n'y est pas les amis, hein. La distance est une sorte d'abîme même, on voit ça. Alors pourquoi 0,8 et pas 1? Eh bien parce qu'on a déjà énormément dégradé. Et que précisément, en dépassant depuis des décennies une empreinte au-delà d'une planète, on a commencé à manger notre capital naturel, et de ce fait-là, il faut lui permettre de se restaurer. Et donc pour moi, c'est ça la sobriété. Alors c'est effectivement très très ambitieux. On a tous compris qu'entre l'ambition et les moyens d'y arriver, il y a un certain gap. Et je dirais que ces 10 propositions, eh bien, c'est déjà une première partie vraiment intéressante du chemin. Et comme Bettina, tu l'as rappelé, la sobriété, ça s'intègre dans toute une histoire humaine, l'histoire des sociétés. En fait, la sobriété, c'est pour ça que moi je préfère sobriété à frugalité. La sobriété, c'est le contraire de l'hypocrisie. Voilà. Et en fait, ce qui caractérise nos civilisations, ce qui nous rend malheureux et ce qui fait qu'on casse tout, parce qu'on en est là, c'est précisément notre hubris. Il suffit d'écouter Zuckerberg, Musk ou Bezos pour qu'on soit dans une hubris par rapport à laquelle cette Néron était un gentil petit rêve absolument modeste. Et donc ça, on sait que ça nous conduit à la ruine. Et donc pour pouvoir changer, eh bien effectivement, on n'est pas simplement dans les technologies, même si elles sont importantes, effectivement, elles ont leur part à jouer, il n'y a pas d'humanité sans technique, mais il faut aussi qu'on retrouve des racines, qu'on retrouve du sens.
Et évidemment, ça, on ne peut pas le faire en laissant une partie de l'humanité sur le côté et en étant tous sobres. Eh bien, c'est sans doute le meilleur moyen de réduire les inégalités qui aujourd'hui sont grotesques. Et je vous donne juste 2 statistiques parce qu'elles me semblent très importantes. Vous en rappelez, l'une c'est celle d'Oxfam, alors on peut voter sur quelques pourcents, ça ne changera rien sur les grands ordres de grandeur. Vous avez les 1% les plus riches qui émettent 15% des émissions mondiales, mais surtout les 10% les plus, et nous en faisons partie, qui émettent 52%. Or, et puis les 50% les plus pauvres n'émettent que 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si vous regardez la statistique récente, Piketty, Chancel, là, sur le rapport sur la répartition de la richesse au monde, les 10% de la population se sont accaparés 40% des revenus mondiaux, 48% des revenus mondiaux, excusez-moi, et les 50% les plus pauvres, 8%. Comme vous pouvez le remarquer, ça se recouvre parfaitement. C'est le même souci. La question écologique est aujourd'hui une question sociale, c'est comme le recto et le verso de la même feuille de papier. Donc là, on a des propositions concrètes, précises, qui entament une sorte de marche consciente, volontaire, dans un exercice de sobriété qu'on va devoir conduire de façon progressive dans les décennies qui viennent. Merci. J'en profite d'ailleurs pour dire au milieu de ce séminaire, et tu l'as très gentiment cité, que c'est vraiment le rapport du comité 21 global, et je voudrais citer les 2 autres auteurs à côté de moi, Sarah Dayan, qui est donc en charge du secteur climat-entreprise, et Clara Beauvoir, que vous voyez dans votre écran, qui a été mon étudiante en plus et qui fait un stage chez nous, mais je trouve beaucoup plus qu'un stage. Je voulais aussi vous dire que, je l'ai dit au début, que c'est vraiment le produit des ateliers de 2 ans. Donc, en fait, c'est tous nos adhérents qui ont nourri ce travail. Et je voudrais aussi vous dire, avant d'énumérer les propositions, puisque tu m'y invites, en l'occurrence, puisque en l'occurrence notre public ne les a pas, donc je vais les énumérer. Nous aurons une petite deuxième partie de ce rapport qui, je crois, tient beaucoup à cœur à Gilles Vermaux-Desroches et que nous sommes en train de finaliser, qui est le rapport qu'a la jeunesse à la sobriété. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un sujet particulier parce que il y a une revendication de la sobriété, en particulier dans les usages de vie, etc., de la jeunesse, et en même temps des comportements, en particulier, on cite toujours le numérique, mais c'est vrai, qui sont proches de l'hubris, pour reprendre ton expression. Donc on a creusé ça, on est en train de creuser ça, et on espère beaucoup que ce rapport fera, comment dirais-je, un zoom, si j'ose dire aujourd'hui, particulier sur la jeunesse, étant donné que c'est elle qui portera ou non cette valeur de la sobriété, et c'est elle surtout qui la rendra concrète. Alors, effectivement, comme dans tous les rapports du comité 21, on a essayé donc de formuler un certain nombre de propositions. Je vais vous les lire rapidement, à moins qu'on puisse les projeter. Je crois qu'on peut les projeter. Bon, elle commence assez classiquement par mieux intégrer la notion de sobriété dans l'ensemble des programmes éducatifs et scolaires de manière interdisciplinaire. Et en fait, si vous voulez, cette proposition, on a l'impression qu'à chaque fois, toutes les propositions commencent par l'éducation. Mais moi, elle me paraît tout à fait fondamentale. Et finalement, quand on a dépassé la trentaine, comme moi, on se souvient de ces cours d'éducation civique qui étaient en fait à l'époque des cours de morale. Simplement, je fais partie d'une génération qui avait des cours de morale, et je me souviens que la sobriété faisait partie des qualités. Alors, je crois très très fort que le mot sobriété dans les cours de morale des enfants entre les années 50 et 60, c'était plutôt une sorte d'éducation à ne pas boire quand ils seraient adolescents. C'était plutôt ça. Bon, mais enfin, le mot existait. Deuxièmement, et ça pour nous c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, orienter la fiscalité vers la préférence à la sobriété
en détaxant des produits selon leur valeur sobre. Et ça nous paraît quelque chose de vraiment important. Nous allons publier prochainement nos propositions, enfin peut-être pas nos propositions, mais ce que nous considérons comme essentiel pour les élections présidentielles. Et nous allons creuser cette proposition parce que ça nous paraît tout à fait évident. Faire de la sobriété énergétique le pilier de la prochaine SNBC, hein, Stratégie nationale bas carbone et RTE. On a vu hier que la RTE avait d'ailleurs approfondi son scénario sobriété. Et ça, je pense qu'il n'y a peut-être pas assez, dans tous les scénarios qui nous sont présentés en ce moment, il n'y a peut-être pas assez, en l'occurrence, de scénarios sobriété. Nous, on a envie que soit développé un fonds innovation sobriété, exactement comme a été créé au début du quinquennat un fonds innovation de rupture, qui n'a pas très bien fonctionné, même s'il a été modifié au cours des années, en particulier évidemment avec la période post-pandémique. Mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus d'argent pour les innovations sobres. Et je pense que c'est quelque chose que nous allons défendre. Nous l'avons déjà dit au rapport sur la transformation, je pense qu'il n'y aura pas de sobriété incarnée sans qu'on ait un statut juridique de l'usage. Alors ça, c'est vraiment une idée que je martèle souvent. On va sortir une note là-dessus. Vous savez qu'en fait, l'usage n'existe pas dans le Code civil français. C'est l'usufruit qui existe. Et l'usufruit est évidemment, et c'est normal, dans la partie énorme propriété du Code civil. Mais l'usage n'existe pas. Autrement dit, la propriété est parfaitement réglementée, mais l'usage, qui est de plus en plus répandu avec toute l'ubérisation de la société, non point que nous la défendons, mais c'est un fait, donc il faut l'encadrer, avec les locations. Et on voit par exemple aujourd'hui que on connaissait la location de voitures, etc. Mais aujourd'hui, on connaît de plus en plus la location de vélos, mais on connaît aussi la location pour avoir des locaux dans des propriétés de vie commune différentes suivant les âges. Enfin, il y a toutes sortes d'innovations là-dessus. Et avec ce qui se passe en particulier sur les EHPAD, etc., il est évident que il y a une réflexion très importante à faire là-dessus. Or, aujourd'hui même, la location de vêtements. Les jeunes sont abonnés à des sites, en l'occurrence, où ils reçoivent des vêtements tous les 15 jours, qui sont des vêtements en recyclage, etc. Eh bien, il n'y a pas de statut juridique. Et dans d'autres beaux pays, quand il n'y a pas de statut juridique, eh bien, on ne balance pas vers l'usage de l'usage, si j'ose dire. Et ça nous paraît très important. En l'occurrence, on a aussi, je vous le disais tout à l'heure, exploré la manière dont les entreprises à mission remplissaient, si j'ose dire, la définition de leur mission. Et je pense que la sobriété, elle est silencieuse, sous-jacente, mais elle pourrait être plus affirmée. Également, je fais référence au rapport de la plateforme RSE sur la responsabilité numérique, où on a donné toutes sortes de propositions sur la responsabilité numérique des entreprises. Et notre proposition là est d'insister sur une des propositions faites par la plateforme RSE, c'est-à-dire multiplier les chartes de responsabilité numérique dans toutes les organisations, que ce soit aussi bien les entreprises que les collectivités locales, afin d'arriver à la sobriété des usages en matière digitale. Alors, l'empreinte environnementale individuelle, moi, je vois très bien les critiques qu'on lui fait. C'est bien pour ça que dans le chapitre citoyenneté, on a les 3 interrogations avec celle sur la contrainte choisie. Mais je pense qu'il faudrait développer des outils numériques individuels et développer aussi un cadre législatif qui permet de mesurer chacun son empreinte environnementale. Nous citons dans le rapport l'exemple de la carte suédoise, où en même temps que vous payez vos achats, vous avez un calcul, en l'occurrence, de vos dépenses en matière d'émissions d'effets de serre. Alors, vous avez le choix,
ou bien c'est une carte indicative, et en l'occurrence, vous êtes informé, mais vous avez le choix, pour reprendre l'expression de Dominique, de vous auto-limiter. Exactement que quand vous êtes au découvert, quand vous êtes à découvert de votre quota d'émission, ça s'arrête. Mais c'est un choix, c'est pour ça que c'est très important. Je veux dire, nous n'en sommes absolument pas encore à la contrainte. Faire évoluer la construction du budget vers des collectivités locales, vers des budgets sobres. Il y a un gros mouvement de budget vert de plus en plus, commencé par le nord de l'Europe, mais ça atteint aujourd'hui l'Europe. En France, ça marche bien. Je pense que le budget sobre parlerait, j'ai cité cette collectivité locale qui avait des fiches de sobriété dans la construction de ces budgets. Enfin, et ça nous paraît très important, faire porter l'attention sur les options de location, mutualisation dans les achats publics et pas toujours l'achat, alors que tellement de choses, on le sait tous, dans les collectivités locales peuvent être recyclées et réutilisées au sein des villes. Voilà un peu nos propositions. Alors, je voudrais me retourner vers vous deux, vers toi, Gilles, d'abord, pour te demander qu'est-ce que tu achètes comme proposition que nous proposons là, et d'autre part, puisque tu as lu le rapport, qu'est-ce qui t'a paru le plus prometteur ou qu'est-ce qui te frappe le plus dans le rapport par rapport à d'autres qu'on a tous consultés? En particulier, je voudrais quand même citer le rapport de l'ADEME, qui est un travail absolument considérable sur cette notion de sobriété, qui est en plus un travail très, très concret et qui montre l'attachement des pouvoirs publics à la notion. Mais qu'est-ce que tu nous achètes? Je trouve que dans le rapport, cette dimension-là est intéressante. Et moi, ce que j'achète beaucoup, c'est la question de l'usage, qui est une question qui est complexe aujourd'hui en tous les cas en France. Je trouve que j'ai la chance d'avoir un bon bout d'activité, de mon activité en Afrique, avec des gens qui ne sont pas propriétaires et pour qui la question de l'usage est assez simple. D'abord parce qu'elle est plus communautaire et dans leur réflexion, souvent c'est quelque chose qui a plus de poids que chez nous, là où nous sommes dans une économie de la propriété, même si c'est pour l'utiliser qu'une fois, chacun qui a sa petite maison va avoir son petit Karcher, avant même de se dire qu'il partage avec toutes les maisons du coin, parce qu'il l'utilisera seulement 10 heures même pas par an. Je me rappelle d'un très beau rapport de l'ADEME qui prenait tous les outils qu'on achetait et combien de temps on l'utilisait. Je me rappelle plus que d'un chiffre qui était que 90% des perceuses qui étaient achetées en France ne travaillaient pas plus de 15 minutes dans toute leur vie au service des gens qui avaient acheté une perceuse et qui ce jour-là voulaient être bricoleurs. Vous imaginez le paquet de ressources utilisées sur le sujet. Donc, je pense que pousser très fortement la question de l'usage comme une nouvelle économie est une manière, d'une part, de rendre les termes d'économie circulaire et d'économie de la fonctionnalité plus proches des gens. Et j'achète beaucoup cette question-là. De même que dans tout le rapport, c'est peut-être moins vrai dans les propositions, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Il y a un peu cette question de l'évolution dans laquelle on est entre valeur, sens et consommation. Au fond, si je regarde du côté de l'entreprise, nos entreprises ont pénétré les enjeux de développement durable volontairement ou par obligation, d'une manière ou d'une autre, et puis progressivement ont toutes dit tiens, mais derrière tout ça, il est question des valeurs et du sens, d'autant qu'on a l'habitude d'écrire que les jeunes générations sont intéressées à ce concept lorsqu'ils cherchent leur travail. Ce n'est pas toujours vrai dans les études qu'on voit. J'en ai lu une hier dans La Croix qui montre que c'est beaucoup plus nuancé que ça. N'empêche qu'on a l'habitude de le dire comme ça. Et il me semble que on est dans une logique qui change de paradigme. Tout à l'heure, lorsque parlait Dominique, quelqu'un a écrit dans le chat oui, il s'agit donc de renoncement. Non, je ne crois pas qu'il s'agit de renoncement, ce n'est pas le mot. C'est comme si on disait, pour reprendre l'autre expression de Bettina, dans notre jeunesse, quand on nous parlait de sobriété, c'était pour apprendre qu'il fallait boire juste ce qu'il faut et que boire beaucoup trop
ne rendrait pas agréable l'alcool et au contraire viendrait perturber l'individu et la société. Au fond, la sobriété aujourd'hui, c'est pas un renoncement à ce qui m'empêche de vivre. Alors c'est plus philosophique que schneiderien ce que je viens de dire, mais c'est au contraire la mise en valeur et en opérationnalité de ce que progressivement on a tous, ou en tous les cas ceux qui sont aujourd'hui dans cette table ronde en tête, sur le fait qu'il faut vivre autrement et que dans le vivre autrement, peut-être que consommer mieux, dans lequel il y a forcément un peu consommer moins, c'est quelque chose de très important. Je trouve que le rapport avance bien dans cette dimension qui mêle les valeurs, le sens, je n'allais pas dire le bonheur, je ne crois pas que le mot soit dans le rapport, mais aussi des modes de consommation très différents que le concept de sobriété porte. Et au fond, quand les entreprises aujourd'hui y réfléchissent, c'est aussi pour construire leur avenir. On n'invente pas la sobriété parce qu'il fait un renoncement à l'avenir de l'entreprise. C'est parce qu'elle considère que dans la proximité avec les tendances du monde, il est nécessaire d'avancer dans cette dimension-là. Sinon, on tue la société de demain. Alors, je vais donner la parole à Dominique. Ce que je voudrais dire, c'est la question que tu poses, qui est le renoncement, voire le rationnement. Dans un des livres récents qui est paru sur la sobriété, qui s'appelle le choix des sobriétés, qui a été coordonné par l'ancien commissaire général au plan, Jean-Baptiste de Foucault, cette question est posée. Et je cite de mémoire, on ne doit pas s'épargner la réflexion sur le rationnement. Je veux dire, voilà. Alors, nous, on pose la question, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une des propositions qui, en l'occurrence, correspondent à des expériences en matière de suivi individuel des consommations, etc. Mais la question est ouverte. Elle est pour l'instant encore taboue, il faut bien le dire, et elle est en plus assez, je dirais, tabou de façon violente, parce qu'il a bien... Enfin, on voit bien en ce moment ce que dans certaines catégories de population, la limitation des déplacements, etc., ou bien l'obligation, au nom quand même de l'intérêt général, il faut bien le dire, de porter un masque fait dans la population. En une phrase, la réaction à ce que tu viens de dire, si déjà on renonçait tous au gaspillage, je crois que la FAO publie qu'on gaspille différemment le tiers des aliments récoltés, des fruits et légumes récoltés, etc. Si déjà la sobriété, c'est le renoncement au gaspillage, on aura fait un bon bout de chemin. Oui, c'est comme la fiscalité, ça. Si on commence à renoncer à subventionner ce qui est sale, on peut commencer à... Ensuite, on peut aussi taxer ce qui n'est pas propre, si j'ose dire. Dominique. Je vais juste revenir 2 secondes sur cette histoire de renoncement et de sobriété, parce que, si vous voulez, la sobriété, en soi, c'est un idéal de sagesse, de développement de soi. C'est pas comment dire, c'est pas le renoncement. En revanche, ça va dépendre du point d'où vous partez. Si effectivement vous êtes dans une hubris totale, je suis franchement désolé, il faudra passer par une phase de renoncement. Et c'est malheureusement un peu ce qui arrive aujourd'hui dans notre société, qui ne se rend plus compte en fait de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dégrade et des hauteurs des flux qui sont sous-jacents à nos quotidiens. Donc oui, je crois qu'il faut quand même appeler un chat et savoir dire aux gens que là où c'est complètement fou, oui, il va falloir renoncer. Si vous avez l'habitude de conduire à 200 km/h en ville, il y a sans doute une forme de renoncement. Ça, on n'y échappe pas. Mais ce n'est pas la fin. La sobriété, au contraire, encore une fois, c'est dans l'histoire des civilisations, c'est la sagesse par excellence. C'est-à-dire, c'est le fait de conforter, de construire son indépendance, de construire le sens, et c'est une espèce d'épanouissement de fond que rien ne va venir gâter.
C'est pas un renoncement. Hein. C'est vraiment un idéal spirituel. Donc, encore une fois, le renoncement, c'est probablement, oui, d'où on part, mais ce n'est pas le but des choses. Alors, pour revenir au marché, entre guillemets, par rapport aux propositions, alors moi aussi, l'usage est très important. J'ai réfléchi pendant des années sur l'économie de fonctionnalité, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Gilles l'a fait. Moi, je vais retenir deux choses. Tout d'abord, effectivement, la fiscalité. Parce que ça, c'est une façon d'inciter à changer nos comportements, et de façon égale et très visible, très sensible, et c'est une manière de mettre en relation le collectif et l'individu, et l'effort individuel. Ça, je trouve ça très intéressant. Alors ensuite, moi j'aurais relevé une des propositions, parce que je pense que sur un plan pédagogique, elle est très importante. Et Bettina, tu as rappelé la carte suédoise. Oui, je crois que on sait plus ce qu'on fait. On ignore, en fait. On a une ignorance totale sur la destructivité que l'on a atteinte. Et le climat ne nous y aide pas, puisque en fait, le climat d'aujourd'hui, c'est les émissions d'il y a 20 ans. Et puis le climat qu'on aura dans 20 ans, ben, on a déjà décidé que les émissions d'aujourd'hui. Donc on fait des bêtises et on ne sait même pas pourquoi, et on n'a même pas les conséquences. Donc de nous apprendre, dans un premier temps, effectivement, de façon libre, par simple information, d'avoir l'information sur ce qu'on détruit. Ça me semble très important. Il faut déjà, dans un premier temps, prendre conscience. Et ça, c'est aussi la question du bris. Quand je suis complètement dedans, je n'en ai pas conscience. Et je prends ça comme une espèce d'état de fait, comme une habitude, comme quelque chose d'évident. Donc, initier les gens à un certain nombre d'indicateurs, il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux, il faut qu'ils soient assez légers et puis évidents, il ne faut pas que ça s'accompagne de culpabilité. Ça ne sert à rien, mais ça va. Je fais quoi? Ça implique quoi? Ça, pour moi, on ne fera jamais rien si on ne commence pas par ça. Et ça, c'est très important. Et en plus, ça peut être assez ludique, ça peut être fait de façon plaisante, amusante, enfin, etc. Je crois que ça, c'est très bien. Donc, moi, voilà, je mettrai en exergue les trois là, en incluant cette histoire d'économie de fonctionnalité. Mais en fait, ce qui est intéressant dans les propositions qui sont faites, c'est leur côté un peu systémique. C'est-à-dire qu'elles mettent en avant une démarche à la fois individuelle et sociale. Ça, c'est, je crois, très, très important. Merci. Moi, je voudrais revenir à notre partie, puisque nous avons la chance de t'avoir avec nous, Gilles, à notre partie technologique, si j'ose dire. Parce que, en fait, j'aimerais beaucoup que tu développes, non seulement dans ton entreprise, mais enfin, tu connais bien l'écosystème technologique autour. Je voudrais que tu te prononces sur le fait de savoir si justement la technologie sobre, ça existe, et si en fait dans toute l'innovation, puisqu'on parle également dans ce rapport beaucoup d'innovation et de sobriété, si au sein de ton entreprise, et puis surtout tu vas en citer d'autres, je te connais, le chemin vers l'innovation en direction de la sobriété est de plus important. Si vous avez, en l'occurrence, des besoins de financement, s'il y a des fonds qui sont dédiés à ça, qui sont, je dirais, fléchés là-dessus, ou bien finalement, est-ce que la technologie, c'est toujours, pour reprendre l'expression de Dominique, fléché sur le bris. Autrement dit, dans une société dont le fait d'habiter sur Mars fait rêver, il faut quand même regarder les choses en face, est-ce que la technologie sobre fait rêver autant? Parce que la technologie accompagne les comportements et les comportements poussent la technologie. Pour un exemple tout simple, il y a une trentaine d'années, s'est inventé l'usage sympathique de l'énergie dans la maison. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on expliquait aux gens qu'il fallait taper comme ça sur ses mains pour allumer sa lumière, ou bien faire ça pour éteindre son chauffage, etc. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça s'appelait, j'ai oublié le mot. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Puis aujourd'hui, dans les bâtiments, dans les maisons, on sait qu'il faut réduire la consommation énergétique et que les mêmes produits et les mêmes solutions servent à éteindre le chauffage quand la fenêtre est ouverte, ne pas mettre de lumière dans la maison quand il y a de la lumière extérieure, etc.
Et on voit que ces technologies digitales du contrôle intelligent de la maison se mettent à fonctionner et à être profondément vendues. D'ailleurs, de manière assez intéressante, bien plus dans le nord de l'Europe qu'en France, mais c'est un autre sujet. Et donc, ça fonctionne. Pardon de t'interrompre. Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? Est-ce qu'on peut se rendre compte le nombre de personnes qui utilisent ce type de technologie? Oui, alors la solution de Schneider Electric, puisque tu me fais faire de la pub, qui s'appelle Wiser, W-I-S-E-R, qui permet de piloter sa maison. En un an, on en a vendu 50 000 en Angleterre. Il se trouve qu'on a, pour des raisons des entreprises, on ne met pas les produits de la même manière dans tous les pays. Et que donc, 50 000 la première année d'un produit qui fait que sur mon téléphone, je peux contrôler la consommation de ma maison quand je ne suis pas là, dire c'est pas la peine que ça chauffe, ou quand je télétravaille dans le salon, faire hiberner le reste de la maison parce que ce n'est pas la peine d'avoir un thermostat central. Et profondément, ça diminue de 30 à 40% la consommation énergétique. C'est-à-dire ça fait que mon engagement de sobriété, le numérique, me permet de le respecter, sans faire le tour de toutes les pièces de la maison, etc. etc. Et donc ça fonctionne. C'est nouveau, mais on sent qu'il y a un enjeu. Moi, j'ai envie de dire, pour répondre à ta question, il n'y aura pas de sobriété dans le monde d'aujourd'hui, sauf à ce que tout le monde veuille vivre, tu utilisais le mot de décroissance, dans l'autre monde que celui de maintenant, et je ne crois pas que les jeunes en aient vraiment envie. Il n'y aura pas de sobriété, par exemple, sans le digital. On peut dire beaucoup de choses du digital. Alors, il y a le IT for Green et Green for IT, c'est-à-dire qu'il faut à la fois faire un digital beaucoup moins consommateur, et en même temps, bien rendre compte qu'il n'y a pas d'économie de la fonctionnalité sans le digital. L'ensemble des applications aujourd'hui qui nous permettent, ce n'est pas qu'une question de sobriété, mais c'est aussi une question de santé. D'ailleurs, les deux sont liés. Par Yuka, de regarder ce qu'on mange, d'avoir des véhicules partagés, etc., etc. Ça n'existerait pas sans le digital au service de cette démarche-là. Quand on parle de l'industrie 4.0 et de la capacité de l'Europe, par exemple, de réavoir des industries, sans le digital, on ne pourrait pas reconstruire des usines, j'allais dire, plus frugales dans le fonctionnement, plus de déchets, réusage du déchet, etc., sans cette démarche-là. Donc je pense que l'innovation, une bonne part de celle-ci, va essayer de travailler à la fois sur ce qu'apporte l'innovation, mais cette valeur nouvelle, qui est celle de clients collectifs, professionnels ou individuels, qui veulent utiliser les solutions d'aujourd'hui pour eux-mêmes être plus sobres. Ça n'était pas vrai dans le passé. C'est un comportement que nous découvrons ensemble. C'est un peu la suite d'une réflexion que l'on a, qui est on ne se rendait pas compte qu'on consommait trop de planètes et qu'on émettait trop de carbone collectivement. Quelques-uns le disent depuis longtemps, mais ça n'est pas un fait de société depuis si longtemps que ça. Imaginons que ça le soit pour des acteurs très engagés comme Bettina depuis 30 ans, pour beaucoup d'autres depuis 20 ans et pour une grande partie peut-être depuis moins de 10 ans. Eh bien, c'est l'étape d'après de se dire oui, mais il va bien falloir aussi, comme le disait Dominique, qu'un certain nombre d'entre nous, nous consommions moins. Nous sommes sûrement dans cette conférence tous dans les 10% qui consomment trop. C'est toujours très facile de prendre 3 ou 4 qui de fait, voilà, mais on est tous dans les 10% qui consomment trop autour de cette conférence. Ce n'est pas seulement la cause des autres. Alors, on en voit qui consomment vraiment beaucoup trop, c'est vrai. Il faut bien se rappeler qu'on est tous dans le paquet qui doit réfléchir autrement, probablement pour vivre de manière plus heureuse, et que parfois, quelques renoncements peuvent aussi être sur ce chemin-là. Alors, habiter autrement, un, sa vie, et deux, la planète, c'est pas une austérité qui, derrière le mot de rationnement, pourrait être perçue que comme punitive. C'est peut-être aussi une manière de sans vouloir faire je ne sais pas qui, le philosophe, ou etc., c'est peut-être une manière de consommer autrement pour mieux aller vers où on voudrait aller et réduire quelques addictions
Dominique serait plus doué que moi pour le dire. Et moi, je viens d'une entreprise, donc ce n'est pas mon métier de dire ça. Je dis seulement que du côté de l'entreprise de Schneider Electric, une bonne partie de notre business est fait aujourd'hui pour l'efficacité énergétique et qu'on a une réflexion nouvelle, complexe, sur les enjeux de la sobriété, qui commence par, pour être concret, parce qu'après, il faut vite être concret, savoir, on ne monte pas la tour par l'ascenseur, on monte escalier par escalier. Le premier escalier chez Schneider, c'est dans 5 ans, on a la sobriété du plastique, nous n'avons plus de plastique à usage unique. C'est dans les 10 ans, tous nos plastiques sont biosourcés. C'est dans les 5 ans, on passe de 10 à 50% de matières premières, soit issues du recyclage, soit différentes, etc. Parce que derrière cette question de sobriété, il y a évidemment la question de la matière première et de préférer une économie sobre en matière première. C'est la première logique. De fait, la question de la fiscalité est un important sujet. Sur ce sujet, changer la fiscalité entre la fiscalité qu'utilise de la matière et la fiscalité qui permet de la partager, probablement qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Et puis après, pour une boîte comme la mienne, c'est comment accompagner, puisque nous mettons sur le marché des technologies, par les technologies, cette envie de sobriété pour qu'elle ne soit pas perçue comme punitive, mais au contraire accroisse la valeur d'usage d'une part, et d'autre part ce qu'a son client. Merci. Moi, je voudrais me tourner vers Dominique pour lui parler de sciences humaines. Parce que je trouve que on a beaucoup consulté les unes, parce que c'est un rapport fait par des femmes, les unes et les autres, on a beaucoup consulté de documents. Et il y a très peu de travaux universitaires là-dessus. Il y a quelques livres engagés qui prônent la sobriété, je dirais au sens philosophique du terme, etc. Mais il y a très peu de travaux, et en particulier dans le monde des sciences humaines qui s'intéressent à l'écologie, sur justement le rassemblement de cette valeur que j'ai appelée valeur socle, et puis la vie moderne, en fait, la vie d'aujourd'hui. Voilà. Alors, je voudrais savoir ce que tu en penses, si tu connais si tu connais des travaux universitaires là-dessus, comme par exemple le développement durable a donné lieu à d'innombrables travaux universitaires, etc. Voilà. Si, il y a des choses. Alors, derrière l'histoire de sobriété, on a un très bel article qui date des années 90 d'André Gorz sur la norme suffisante. Et puis, du côté anglo-saxon, il y a Thomas Princeton, c'est Sufficiency, c'est pareil. Il y a eu pas mal de travaux, alors là, dans le domaine anglo-saxon, oui, avec cette question de sufficiency. Donc, il y a déjà des choses, et ton serviteur, avec un de ses collègues, avait publié en 2017 un petit livre sur vers une société permacirculaire. Il y avait un chapitre qui était consacré à la question de la question de la, si tu veux, de la sobriété. Mais je pourrais prendre un exemple très précis. Je vais reprendre l'exemple qu'a donné le dispositif de Chypre, que je trouve intéressant, parce que, de manière générale, revenons un peu à la question de l'innovation, parce que tout notre problème, c'est comment articuler innovation technologique et comportement. Et puis, comment faire l'innovation technologique seule, on sait ça depuis Givens, on sait ça depuis le 19e siècle. Tous les gains de productivité qu'on réalise, ils vont aussi permettre, en fait, de baisser le coût d'accès au marché. Et comme tu sais, c'est été le moteur de la croissance, et c'est ce qui débouche sur des flux finaux eux-mêmes croissants. Mais de manière générale, jusqu'à maintenant, la techno, c'était aller plus vite, la puissance et une certaine forme de facilité. Parce que nous sommes des animaux, on est très enclins, évidemment, à se faciliter les choses. Mais je trouve ça très intéressant dans l'exemple qu'il a donné, parce que ce n'est pas une facilité pour un usage immédiat. Il rend facile le fait d'avoir une conduite plus complexe, de réduire sa consommation à distance chez soi. Donc là, pour le coup, je trouve qu'on a un usage très intelligent de la facilité. C'est-à-dire que là, je ne suis pas un patron de commerce de chez Schneider, mais je trouve que c'est un bon exemple. On a un tropisme qui, au contraire, de manière générale, est plutôt négatif parce que ça nous rend sédentaires, ça fait qu'on doit faire du sport parce qu'on ne fait plus d'exercice. Là, non, il y a un usage de la facilité intelligente. Là, on va rendre facile
comment dire, une attitude qui est complexe et difficile par ailleurs. Et finalement, à laquelle on ne va pas apporter l'attention. En la rendant facile, on fait qu'on y apporte une attention. Donc moi, ce qui me semble important, si vous voulez, dans la question de la technologie, c'est effectivement sortir des critères classiques et puis essayer, c'est un peu le parent d'entreprise à mission, c'est essayer d'avoir une innovation multicritère et où, en même temps qu'on innove, en même temps qu'on conçoit un bien, on le conçoit de telle sorte qu'il fasse pas simplement progresser son chiffre d'affaires, c'est normal, on ne peut pas demander à une entreprise de ne pas avoir ce souci, mais qu'en même temps que l'entreprise fait progresser son chiffre d'affaires, qu'elle fasse progresser la société d'une façon plus globale. Et c'est franchement pas le tout de ce qu'on présente sur un marché. Et donc, il y a une façon de complexifier l'innovation, de la mettre en relation justement aux sciences sociales, à la question des valeurs. Bon, on connaît cette histoire d'effet rebond, bien comment on peut l'anticiper, c'est beaucoup dire, parce que ça, on peut le faire avec des règles qui sont dures. Mais comment on peut quand même un peu anticiper, faire qu'on soit moins sur cette pente où l'économie dans un domaine va déboucher sur une croissance de la consommation par ailleurs. Et c'est là que je suis plus circonspect par rapport à mon compatriote, Bertrand Piccard. OK, 1000 solutions, mais des solutions isolées, si vous voulez, sans que vous preniez leur impact sur la consommation globale, ça n'a pas grand sens. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'intégrer ça aussi dans l'innovation technologique et d'avoir des ingénieurs qui soient sensibles à ça? C'est une façon douce de commencer à avancer vers un modèle de société plus complexe si on est plus respectueux de la nature qui nous fait vivre et des autres qui nous font vivre. Et avant de passer peut-être aux différentes questions, Sarah, il y a des questions. Je voudrais vous poser des questions qui fâchent, tous les deux. Dans certains milieux, la sobriété est finalement une valeur tiède par rapport à la valeur cardinale au vu de l'urgence planétaire qui est la décroissance. Dans d'autres milieux, la sobriété est une valeur un peu négative, proche des mots rationnement, etc., qu'on vient de prononcer, qui empêche le progrès et qui pourrait empêcher en particulier le progrès technologique. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a que le choix que nous faisons au Comité 21 de la sobriété est un choix qui finalement n'est pas suffisant pour répondre aux urgences, alors que moi je suis frappée de voir que la décroissance qui déclenchait il y a encore 5 ans des cas de rire de beaucoup fait son chemin même parfois dans des milieux entrepreneuriaux. Alors, je te donne la parole là pour changer celui qui commence, Dominique. Oui, je ne veux pas casser la baraque, mais pour moi, il n'y a pas d'opposition entre décroissance et sobriété. Le mot décroissance a plein d'inconvénients, il est négatif, etc. Tout n'a pas vocation à décroître. On pourrait imaginer l'intelligence, la générosité, la beauté, on puisse croire à l'infini. Le mot sobriété a cela intéressant, c'est que ce qui doit décroître, il le remet dans un sens beaucoup plus global, avec l'idée de sagesse, avec l'idée d'accomplissement, etc. Et il le réintègre dans une perspective à la fois humaine et sociale, j'ose dire, intégrale. Et donc, ça, c'est intéressant. Mais comme tu viens de le dire, si tu veux, la religion croissance d'autrefois, elle a quand même pas mal de plomb dans l'aile. Il ne faut peut-être pas la remplacer par une autre religion. Mais en tout cas, il est clair, on sait, on regarde par exemple les scénarios de l'ADEME, scénarios d'RTE, scénarios négawatt. En énergie, on n'arrive pas à passer la rampe sans consommer moins. Et toi qui habites la ville du Polytechnicum en Suisse, comment progresse cette idée? Alors écoute, en Suisse, l'idée de décroissance progresse assez difficilement. Je dois quand même l'avouer, ma chère Bettina, c'est pas un pays. Alors, la Suisse, comme tous les pays occidentaux modernes, c'est pas un pays unique. Il y a une jeunesse qui est très qui est très inquiète, hein, et c'est pas que la jeunesse suisse. Vous vous souvenez de cette enquête du Lancet, il y avait dedans 4 pays qui n'étaient franchement pas des pays
si vous voulez, anciennement industriels. Il y avait les Philippines, il y avait le Brésil, le Nigeria et l'Inde. Bon. Et là, vous vous souvenez de cette enquête du Lancet, 3 jeunes sur 4 taxent leur avenir d'effrayant. D'effrayant. Et donc, non, je crois qu'il y a une réelle inquiétude et que cette histoire de décroissance, il faut arrêter avec ça. On a compris, effectivement, en matière de gaz à effet de serre, en matière d'empreinte écologique, tout, on va devoir décroître. Après, comment on le fait intelligemment? Comment on le fait de telle sorte que ça ne débouche pas sur des tensions plus vives, ça ne débouche pas sur un effondrement de notre bien-être? C'est un problème. L'objectif, c'est le bien-être. Et si effectivement, pour le bien-être, on doit, dans certains domaines, matériellement, j'insiste, décroître, on le fera. De toute façon, c'est une espèce de nécessité pour l'espèce humaine sur une planète finie. Alors maintenant, je pense qu'on est assez adulte, on commence à comprendre, on regarde ça en face et on le fait intelligemment, sans se ruiner et sans ruiner son bien-être. Voilà, à partir de là, pas bien. Et toi, Gilles, est-ce que tu entends parler de décroissance dans le monde industriel? Non, le monde industriel a cette question complexe, d'ailleurs comme les pays, que derrière le mot décroissance, ça invente beaucoup de problèmes, y compris sociaux. On sait très bien comment croissance ou décroissance dans un pays comme la France a comme première perspective, dans le cadre de l'économie telle qu'elle est encore aujourd'hui, le fait qu'un certain nombre de gens restent sur le bord du chemin et que ça a un inconvénient déjà pour elles et ensuite pour le groupe. Ce que je trouve intéressant, c'est que le mot décroissance est un vrai épouvantail, ce que n'est pas le mot sobriété. Et ça vaut le coup de se le dire parce que je ne suis pas certain qu'on progresse à coup d'épouvantail. Et donc, promouvons collectivement cette logique de sobriété. Le deuxième point de la logique de la sobriété, c'est un peu ce que disait Dominique, c'est qu'elle amène aussi au comportement individuel. Quand on parle de croissance, décroissance, on est tout de suite dans les systèmes. Le mot sobriété, c'est aussi chacun d'entre nous, c'est aussi moi, c'est aussi qu'est-ce que je vais faire dans une demi-heure. Et ça a un impact, évidemment, les grands systèmes ont un impact, etc. Mais tout à coup, quand on se met à parler de bien-être, de santé, ce qui est lié aussi à ce sujet, au fond, par exemple, l'idée qu'il nous faut être plus sobre dans la consommation de la viande pour en manger moins et peut-être mieux, c'est quand même une idée qui a fait son chemin. Et voilà, pour reprendre un exemple qui est là, massivement chez les Français, on peut le dire en tous les cas dans les réflexions, pas encore assez parce qu'on voit comment se font les consommations, mais il y a là une idée qui progresse et dont on n'était pas certain il y a 10 ans qu'elle aurait progressé comme ça. En même temps, il y a plein d'idées qui progressent parce que si on veut mettre un coin sur le sujet, tu nous dis oui, ce sont des mots qui il y a 10 ans n'existaient pas ou il y a 5 ans et on voit bien qu'ils commencent à pousser. Par exemple, si on regarde un autre sujet, pour voir les mots, les concepts, par exemple le nucléaire, ce qu'on en pense aujourd'hui en France et ce qu'on en pensait il y a 5 ans, est quand même profondément différent. Parce qu'on n'a pas mis les mêmes critères, les mêmes priorités, et donc on voit bien qu'il y a des concepts assez différents. Je ne mettrai pas de lien entre le nucléaire et la sobriété. C'est juste pour dire que tout ça est assez instable dans une société qui se cherche parce qu'elle sait que comme elle était, ça n'est pas durable. Premier point. Le deuxième point qui m'inquiète plus ou qui me paraît plus intéressant, enfin, en tous les cas plus au fond de moi, c'est que notre belle réflexion hexagonale ou même européenne, etc., s'invite dans un monde où il est compliqué de parler de décroissance. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on a, Bettina connaît mes lubies, on a 1,5 milliard personnes entre 15 et 25 ans sur la planète, comme il n'y en a jamais eu dans le passé, comme il n'y en aura plus jamais dans l'avenir, que très majoritairement ce 1,5 milliard d'habitants jeunes qui a accès au digital et qui voit comment consomment d'autres, habitent en Afrique, en Asie, en Amérique latine, c'est quand même très compliqué de les inviter à rentrer dans un monde de décroissance. C'est quand même très, très compliqué. Qu'un certain nombre de gens, nous devions rentrer dans ce sujet-là, mais me semble-t-il, il ne faut jamais oublier qu'on est dans un système mondial dans lequel une très, très grande partie de la population, c'est celle dont parlait Dominique tout à l'heure, parce que quand on attire l'attention sur le 1% des habitants qui possèdent beaucoup ou sur le 10% qui possèdent 50%,
bah, ça veut dire qu'il y a un immense paquet d'autres pourcents qui n'ont pas grand-chose. Et donc, il faut quand même aussi que les concepts qu'on porte pour nous et qu'il faut faire progresser dans nos propres sociétés s'adaptent ou disent quelque chose aux autres, ou en tous les cas qu'on soit attentif au développement des autres, qui ne peut pas passer par la sobriété, par la décroissance, excusez-moi, qui ne peut pas passer par la décroissance. Il y a quelque chose, il y a un sujet que nous n'avons pas abordé dans le rapport, c'est la sobriété démographique, en l'occurrence, qui évidemment est un sujet extrêmement compliqué, qui est au cœur en fait des problèmes de développement durable, etc. Mais d'une part, c'est un rapport en soi, je veux dire, voilà. Et d'autre part, c'est un sujet qui est extrêmement différent suivant les continents, d'une part. C'est un sujet, d'autre part, qui est extrêmement débattu au niveau des croyances et tout. Et c'est un sujet qui, évidemment, concerne le monde entier, mais moins la France. En revanche, le vrai sujet, c'est effectivement l'impact par habitant qu'on a sur Terre et qui, là, avec des déséquilibres tout à fait énormes. Écoutez, merci à tous les deux. On va peut-être prendre les questions. Je vais donner la parole à Sarah, peut-être, pour qu'elle nous donne les questions des internautes, comme on dit. Oui, alors on va dire trois groupes, trois thématiques de questions. Il y en a une première sur les scénarios. On a parlé de beaucoup de scénarios déjà dans le cadre de cet échange. Il y a beaucoup de scénarios qui viennent nourrir les questions de sobriété. Et là, on nous demande un avis sur les scénarios de Négawatt qui s'appuient sur la sobriété. Il y a un commentaire, je pense, qui demande confirmation sur les scénarios de l'ADEME, Transition 2050, dont deux, les scénarios 3 et 4, ce serait hors jeu et pas compatible, disons, avec la sobriété. Donc, est-ce que, Dominique, vous souhaitez... Je suis désolé, je ne les ai pas encore. Je sais que dans tous les scénarios sur le plan énergétique, que ce soit Négawatt, ADEME, RTE, etc., même en fait aussi ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, hein, on est sur la nécessité de réduire la consommation énergétique et de l'utiliser à la fois de façon plus juste et plus intelligente. Ça, je crois que on l'a compris. Je vous rappelle simplement, je pense simplement le climat, ça n'est jamais qu'un paramètre, mais vous savez que à l'issue de la COP26 de Glasgow, le progrès qui a été fait, c'est sur le processus de contrôle des États les uns par les autres, mais en termes d'objectifs, rien du tout, puisque en fait, on s'attend à ce que nos émissions augmentent d'ici à 2030 de 14%, non pas par rapport à 90, mais par rapport à 2010, si mes souvenirs sont bons, donc de manière plus importante encore, alors que vous le savez, arrêtons de parler des 1,5 degrés, ça n'a absolument plus aucun sens, que simplement pour ne pas exploser les 2 degrés, il faudrait faire ce qui était prévu en gros avec le rapport spécial de 2018, c'est-à-dire de réduire de grosso modo de moitié nos émissions d'ici à 2030. Alors, tu parlais de la Suisse tout à l'heure, par exemple, moi je travaille avec la ville de Genève là-dessus, le canton d'ailleurs, le canton s'engage à moins 60%. Alors, sur les infrastructures et tous les fronts, sur les émissions diffuses et les consommations, là, je n'en dirai pas plus, je l'ai tous compris. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant qu'on ait des autorités publiques. Et souvenez-vous, l'Allemagne, après l'admonestation de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, s'est donné pour objectif moins 65%. Donc, en fait, ça, il faut qu'on le regarde en face. Alors, on n'arrivera peut-être pas à atteindre ces cibles, mais se mettre en posture d'essayer de s'en approcher le plus possible, c'est une véritable nécessité. Je pense que les gens n'ont pas compris ce qui arrive. Hein. Il suffirait simplement, je vous parle de chaleur humide. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la chaleur humide. Bettina, ça dit quelque chose, toi, cette histoire de chaleur humide? Oui, un peu, oui. Quand, on est tous des machines thermodynamiques, donc si tu imagines une température ambiante de 35-36 degrés avec un degré d'humidité de 80%, bah, tu as une marge très faible pour réguler ta température intérieure par la transpiration. Et donc, en quelques heures, ben, ça peut aller très mal et on peut même passer l'arme à gauche. Ça veut dire que, comme nous dit le GIEC, la Terre est plus habitable en termes absolus, au sens où je ne peux pas avoir d'activité continue dehors. C'est déjà énorme. Et puis, c'est très égoïste. On ne sait rien du tout du phénomène sur la santé animale.
On ne sait rien sur la santé végétale, et c'est un vrai problème. Et en plus, effectivement, aujourd'hui, c'est déjà le cas. Ça s'est produit cet été au Pakistan et dans le Golfe Persique. Mais avec ce qui est déjà dans les tuyaux, ce sur quoi on ne peut plus lutter, on va grosso modo arriver à ce phénomène à peu près dans l'air tropical. Donc on arrête là, ça suffit maintenant. On va aller où? On va avoir des problèmes de production alimentaire et tout. Donc on regarde les choses en face. On a eu un mode de civilisation qui est suicidaire. Ben, on regarde. Alors effectivement, on ne va pas se détruire avant même que l'environnement nous ait détruit, mais il faut quand même qu'on change, qu'on apprenne à changer. Et il y a des domaines sur lesquels le changement va être un peu difficile, c'est normal. On s'est fourvoyé, donc on doit essayer de retrouver quelque chose d'intelligent. C'est pour ça que moi j'aime bien la sobriété, parce que c'est global. On peut commencer par inciter, on peut commencer par comprendre cette histoire de carte individuelle. Je trouve que c'est pédagogiquement, c'est intéressant, etc. On réorganise la société autour de ça et on avance. Avançons les amis, c'est ça qui compte, on avance. Et là, c'est une bonne manière d'avancer. Alors, pour répondre, mais peut-être que Gilles peut plus répondre que moi, ce qui est très, très étonnant dans les différents scénarios qu'on nous présente, c'est que la sobriété est en option. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup frappé dans les scénarios. Alors, Negawatt a quand même complètement lancé l'affaire. Bien sûr, c'est ça, a lancé l'affaire, etc. Mais par exemple, ça a été beaucoup critiqué dans ce qu'a sorti RTE récemment. Parce que en fait, la sobriété et les économies d'énergie, enfin la sobriété versus l'économie d'énergie, n'est absolument pas prise en compte. Et ça, c'est très, très étonnant. C'est d'autant plus étonnant pour la France, en l'occurrence, que la France a été championne des économies d'énergie au moment de la première crise du pétrole. Et c'est d'ailleurs comment dirais-je, une des raisons de la fondation de l'Agence de l'énergie, ancêtre de l'ADEME, en l'occurrence. Donc, si vous voulez, je pense que toute la partie économie d'énergie, maîtrise de l'énergie, doit beaucoup plus suivre les propositions de Negawatt que nous citons dans le rapport pour être intégrée aux différents scénarios qui vont nourrir la deuxième SNBC. Gilles ? Au fond, ce qui manque dans toutes les politiques, toutes les visions et dans beaucoup d'actions, c'est de mettre au premier niveau la formation, la sensibilisation et la confiance dans l'action des populations une fois formées et sensibilisées. C'est toujours intéressant de voir n'importe quel rapport qui parle des sujets technologiques et qui rajoute toujours un sujet à la fin en disant et voilà des sujets sur lesquels il faut faire de la formation, il faut sensibiliser les populations, etc. Ce que je pense, c'est que tous ces rapports ont un mal fou à faire leur mue d'un monde très linéaire à un monde devenu un peu plus circulaire. Je m'explique, dans le monde historique du XXe siècle, on produit quelque part, des gens transfèrent, des gens vendent, et puis, je ne sais plus comment il disait, le général de Gaulle, les veaux consomment, et ça se passe comme ça, et puis ils font des déchets. Et on rentre dans un monde d'intelligence partagée. Je suis toujours choqué ou marqué par le fait que dans la jeune génération, ceux qui s'y intéressent, pas forcément beaucoup plus nombreux que ceux des autres générations. En tous les cas, ceux-là ont une vision très précise des savoirs acquis, des partagés, apprennent beaucoup sur Internet, bien au-delà de ce qu'ils ont appris dans leurs cours et de manière scolaire. Et ce qui manque dans ces transitions, c'est la prise en compte des comportements. Nous sommes quasiment anti-comportementalistes, c'est-à-dire qu'on est dans une logique où on fait des transitions de la production sans jamais se dire que l'efficacité énergétique, dans le cas présent plus que le mot de sobriété, qui peut représenter, comme je vous l'ai dit, 30% de la consommation, c'est quasiment une nouvelle énergie. Bien sûr. Et si tout à coup, on mettait tout en haut de la démarche la nécessité de formation de chacun sur sa manière de consommer, etc. Il y a des exemples très simples. Vous savez que avec Schneider Electric, on a un certain nombre d'acteurs qui sont engagés dans un réseau associatif proche d'Unicité pour aller dans les quartiers. Et en particulier, ça paraît bizarre, pas plus dans les quartiers qu'ailleurs, mais si un peu plus quand même, parce que le savoir est moins partagé. Vous savez que quand dans votre réfrigérateur, vous l'arrêtez, vous enlevez la glace au congélateur, etc., il consomme 10% de moins. Eh ben, il faut le partager, ce savoir-là. Il ne l'est pas tant que ça. Il l'est pas tant que ça.
Et donc, ce qui manque à ces scénarios, c'est le volet 1 qui est on forme tout le monde à une bonne consommation. La différence entre 20 et 21 degrés, la différence entre rouler à telle vitesse ou à telle vitesse. Je sais que des gens ont demandé, par exemple, que soit tout le temps sur l'écran la consommation énergétique de votre voiture et que quand vous êtes sur l'autoroute et passez de 110 à 150, vous voyez la différence. Donc je pense qu'il y a une question de partage du savoir qui est centrale pour avoir des scénarios différents dans lesquels, un peu comme la discussion d'aujourd'hui, on prend en compte l'humain, on responsabilise les gens et on prend en compte que cette responsabilité est déjà une part du progrès, plutôt que se dire le système va faire tout le progrès, les gens ne sont pas suffisamment. Tu as tout à fait raison, c'est ce qu'on a vraiment essayé de faire dans ce rapport, c'est-à-dire de mêler les outils techniques et la prise en responsabilité des comportements. Quelqu'un a écrit dans le chat, quand Dominique et moi particulièrement, on expliquait qu'il y avait des solutions aujourd'hui qui permettaient, quand je veux être sobre, d'automatiser ce que j'ai envie de faire dans ma maison, et qui dit, mais est-ce qu'une fois que vous l'avez automatisé, vous n'êtes pas déresponsabilisé? Alors là, honnêtement, les bras m'en tombent. C'est-à-dire, si tout à coup, toute solution qui permet de faire mieux est un inconvénient pour faire mieux, il y a un problème. Il y a l'effet rebond, il faut le traiter, c'est un autre sujet, mais il est vraiment à traiter. Je permets à la seconde série de questions, pardon de t'interrompre, Sarah, parce que l'heure tourne. Oui, il y avait effectivement cette question par rapport à la technique, mais donc du coup, tu viens d'y répondre. On a une question qui rebondit en fait sur ce que tu disais, Bettina, quand tu mentionnais des personnes qui rêvent d'aller sur Mars, etc. On nous dit, au risque de revenir donc, sur des éléments en vogue, se rendre sur Mars est le fruit d'un imaginaire né de la science-fiction. Donc la question porte-t-elle sur cet imaginaire technophile et donc sur le besoin d'un nouvel imaginaire hors de l'opposition utopie-dystopie? Ça, c'est pour Dominique. Hein. Oui, on le voit. Hein, oui. Ce nouvel imaginaire. C'est un cadeau. Il est en cours. Tout le monde ne rêve pas d'aller sur Mars. Il y en a qui rêvent d'embrasser les arbres. Il y en a qui sont heureux de marcher pieds nus dans la forêt. Il y a énormément de gens qui s'intéressent aux végétaux, etc. Moi, je vous donne aller sur Mars, franchement, les amis, ça ne me tente absolument pas. Mais en revanche, l'idée de Francis Allais de se donner pour objectif une forêt primaire, enfin, il ne faudrait pas seulement, hein, c'est 6 siècles. Bon. Et le truc génial de la forêt primaire, c'est qu'est-ce qu'on fait, les amis? Rien. Et ça, c'est complètement fou. Et c'est-à-dire, on laisse la nature faire. Elle sait beaucoup mieux que nous et effectivement, elle produit le meilleur état possible de la forêt. Donc, on a déjà un imaginaire aujourd'hui en construction sur la nature. On a, si vous voulez, des espèces d'expériences comme ça, de spiritualité qui se font partout. Alors, ça va des spiritualités classiques, au chamanisme et tout. L'imaginaire, il est en cours, il est en train d'émerger partout. Et notamment, si vous voulez, dans une partie de la jeunesse. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui rêveront d'aller sur Mars. Tant qu'ils ne pensent pas que le genre humain peut migrer sur Mars, ça va, les amis. Non, mais moi, je dirais bien un truc de plus. Faut jamais tuer le bébé avec l'eau du bain. Quand on parle, par exemple, de l'Haïti, qui représente aujourd'hui 2% des émissions carbone de la France, qui pourrait représenter 7 bientôt et 5 au niveau mondial. Il ne faut pas oublier qu'une très grande majorité de la consommation de l'Haïti est entre Twitter, Facebook, TikTok et Netflix, etc. Je n'ai pas dit que c'était bien, mais j'ai dit que ça, c'est plus de 90% des émissions carbone de l'Haïti. C'est dans le loisir. Peut-être que comme beaucoup d'autres choses, ceux qui aujourd'hui considèrent qu'il faut qu'ils réduisent l'usage de l'avion pourraient en même temps considérer que ce n'est pas la peine de passer tout le temps qu'ils auraient passé en avion en train de regarder TikTok. On est d'accord. Mais que par contre, l'IT, ce qu'on appelle l'IoT, de gestion des bâtiments, de gestion des flux, etc., qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, honnêtement, c'est deux sujets différents. Si on prend la recherche,
le progrès naît aussi de la recherche. On est 9 milliards, etc. Moi, je ne suis pas en train de dire que la sobriété, c'est s'interdire d'être plus intelligent demain, c'est d'avoir des solutions qu'on n'a pas construites. On parle souvent de 2050. Tous ceux qui, ici, ont un peu de cheveux blancs se rappellent de 1990. C'est exactement le même intervalle de temps. De fait, il y avait plein de choses qu'il n'y avait pas. Il y a 10 ans, le renouvelable coûtait 15 fois plus cher qu'il coûte aujourd'hui. Il n'y avait pas de photo numérique, il n'y avait pas un certain nombre de choses. Il y avait des maladies qu'on ne soignait pas, etc. J'espère bien que dans ma société qui veut être sobre individuellement et collectivement, on se donne encore l'occasion de se dire que dans les 30 ans qui viennent, on bâtit des innovations en les orientant sur le bien commun, sur les SDG, sur ces sujets-là, mais que c'est ces innovations qui vont faire le monde. Et d'ailleurs, singulièrement dans la tête des jeunes. Et donc, que tout à coup, des États, un collectif mondial, réfléchissent à cette question de Mars, parce que derrière, il y a beaucoup de progrès, pas tant dans le fait des 3 ou 4 qui iront, etc. Oui, c'est une chose. Qu'on interdise que vous et moi, pour des loisirs, on aille se promener dans l'atmosphère, alors ça n'a rien à voir. Je pense que c'est 2 fois le même sujet. Il y a un sujet qu'il nous faut être intelligent sur les sujets. Non, ce n'est pas l'IT de fonctionnement, celle qui permet la fonctionnalité des vélos, etc., qui va tuer la planète. C'est probablement ce qu'on en fait en l'utilisant mal, et en particulier dans des applications qui n'ont pas été faites pour être sobres. Je crois qu'on sait dire qu'1 heure de TikTok, c'est quasiment 8 heures de Netflix, ou quelque chose comme ça. Le 8 n'est peut-être pas adapté, mais on voit bien qu'il y a des progrès à voir là, et qu'il faut séparer le fait que des gens se croyant supérieurs aux autres se sentent capables pour rien d'émettre tant de carbone en 15 secondes, et le fait que pour des raisons de progrès, il y a un intérêt que le collectif terrien avance dans des sciences comme ça. Moi non plus, je n'ai pas envie d'aller sur la Lune ou sur Mars, et que je pense qu'au fond d'une forêt, j'y passerai un week-end bien plus heureux. Sur les imaginaires, je voudrais dire effectivement, comme Dominique, qu'il y a toutes sortes aujourd'hui de récits qui montent, qui sont d'ailleurs... moi, je n'aime pas beaucoup le côté il faut construire un récit, parce que je pense qu'un récit, ça ne se construit pas, ça se fait tout seul. J'ai envie de plagier Crozier et dire qu'on ne construit pas un récit par décret. Mais enfin, pour l'instant, il y a quand même énormément de choses qui se passent. D'ailleurs, notre collège, au comité 21, notre collège citoyen participe à une construction d'imaginaire. Et je voudrais citer un festival qui va se tenir en 2023, qui s'appelle Narodopias, et qui justement va rassembler et présenter l'ensemble des récits du monde sur le nouveau monde, c'est-à-dire sur ce monde que nous allons essayer non pas de subir mais de construire. Dernière question. Oui, alors il est 13h05, donc peut-être enfin, je vous laisse choisir. Du coup, il y avait 2 questions, une sur les low-tech dont on n'a pas vraiment parlé directement. Ce serait intéressant de savoir peut-être dans une entreprise comme Schneider, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire son chemin? Et puis une comparaison entre la sobriété et les ODD, notamment l'ODD 8 qui s'appelle Travail décent et croissance économique. Peut-être en lien aussi à ce qui avait été dit par Gilles sur les questions de développement. Donc peut-être sur les low-tech, Gilles, très rapidement, puisqu'on a déjà dépassé le temps imparti. Oui, non, mais moi, honnêtement, tout ça va dans la même direction, en tous les cas entre les ODD, qui deviennent une grammaire commune entre toutes les parties prenantes différentes. On n'avait pas ça dans le passé. Les entreprises avaient leurs référentiels, les États, les citoyens, d'autres. Je trouve que les ODD poussent dans une réflexion globale, singulièrement celles qu'on croit qui sont loin de son activité quand on est une entreprise comme Schneider Electric, permettent de réfléchir un peu différemment. Quant au low-tech, de fait, Schneider Electric, je vous invite à regarder cette émission sur Arte, sur le Low-Tech Lab. Vous l'avez en replay sans trop de difficultés. Schneider en est le partenaire depuis maintenant 5-6 ans, en particulier lorsqu'il fait le tour d'un certain nombre de pays dans le monde. On a à faire cette réconciliation
me fait de faire un peu un procédé par enveloppe. Je pense que le monde de demain, comme Solar Decathlon, comme les jeunes le montrent dans leurs innovations, cumule le recyclage, le upcycling, la frugalité dans les matières premières et un comportement plus sobre de fonctionnement, différemment, qui n'est pas leur apanage d'ailleurs, mais qu'on a là un faisceau complémentaire de mobilisation dans lequel je ne vois pas d'opposition en tous les cas, mais que des éléments complémentaires qui font un peu la course en relais plutôt que chacun dans son couloir. Bien, bah écoutez, je pense qu'on va conclure puisqu'on a dépassé un peu l'horaire. Moi, je voulais conclure d'abord en remerciant beaucoup nos deux intervenants, hein, Dominique Bourg et Gilles Vermont-Desroches. Je voudrais aussi conclure en vous disant avec simplicité que nous nous sommes énormément attachés à ce rapport, nous, dans sa confection, la rédaction. C'est un travail donc qui vient des ateliers et de nos adhérents et que donc je vous le confie pour que vous le diffusiez, ceux qui ont eu la gentillesse d'assister donc à ce webinaire. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que nous allons bien entendu porter ces 10 propositions, mais que c'est une brique du travail sur lequel nous sommes aujourd'hui mobilisés, c'est-à-dire la proposition de nouveaux modèles. Nous travaillons dans chaque collège, en l'occurrence, avec l'aide d'instituts ou bien d'associations ou bien de spécialistes. Et donc, nous allons essayer de faire une présentation globale de ces nouveaux modèles par collège. Nos collèges, finalement, recoupent tous les secteurs des grands acteurs, des parties prenantes, comme on dit, du développement durable, ainsi bien entendu que les citoyens. Et donc, c'était la présentation d'une brique sobre de nos nouveaux modèles.